imaginé que je deviendrais présidente de syndicat, pas plus que tout ce qui s'en est suivi. J'ai un demi très modeste, d'une mère monoparentale. Mon père est décédé, j'avais 5 ans. Ma mère est devenue veuve avec 3 enfants. Moi, j'avais 5, une sœur de 12 ans et un frère de 15 ans. On habitait la campagne, à Contrecoeur, Saint-Laurent-du-Fleuve, une petite paroisse de Contrecoeur. J'ai été longtemps seule avec ma mère et j'ai vu comment ma mère a dû travailler fort, sans profession, sans diplôme, couturière au noir, par des grandes compagnies manufacturières qui exploitent les femmes à la maison pour des salaires de misère, beaucoup moins que le salaire minimum. Donc, c'était premièrement, sûrement, mon premier contact avec les justices associées au marché du travail, spécifiquement pour les femmes. Elle a aussi ouvert une roulotte à patates frites, elle a fait un petit camping sur le bord de l'eau parce qu'on est dans un site enchanteur. Heureusement, on vivait à la campagne, on ne manquait de rien, elle a travaillé jour et nuit pour nous. Et ce qu'elle nous a toujours inculqué, c'est travailler puis étudier. Je travaillais les jours et nuits s'il faut, qu'elle nous disait. Je laverai les planchers s'il faut la nuit pour vous permettre d'étudier. Vous ne serez pas comme moi. Et moi, j'ai vécu dans une famille très heureuse, peu fortunée, mais avec une mère qui nous a inculqué des valeurs de justice, d'équité, qui était musicienne, qui était chanteuse. Elle venait d'une famille où les gens étaient tous musiciens. Donc, c'était le bonheur dans la maison à journée longue. Malgré ses difficultés qu'elle taisait sûrement, souvent, ce qu'on voyait, nous, c'était une mère le matin qui chantait quand on se levait. Puis qui nous demandait comment ça allait, puis il fallait qu'on étudie. Puis la seule chose qu'elle exigeait, c'est qu'on aille à l'école, puis qu'on performe. Puis qu'avec ça, le bonheur était assuré. Et pourquoi j'ai choisi d'être infirmière? Mais parce que je voulais, dans un premier temps, avoir une formation qui me permettrait de rapidement aller sur le marché du travail, d'être autonome, puis de pouvoir voyager. Parce que je m'étais dit, moi, je veux voir du monde, je veux voir de l'univers. J'ai vu toute ma vie passer des bateaux sur le fleuve derrière chez nous. Et puis j'ai toujours rêvé d'embarquer avec eux, puis d'aller dans d'autres horizons, puis aller voir ce qui se passait en Europe, un peu partout. Mais je savais que j'avais pas de sous pour le faire, donc on n'est pas d'un milieu où on voyageait. Je me suis dit, si je veux voyager, la profession d'infirmière va me le permettre. En plus, je peux faire mon cours au cégep de Sorel, donc je peux le faire sans devoir quitter la maison, avec les coûts additionnels que ça comporte. Et puis, c'est une belle profession qui est utile, puis tu te sens utile aux autres. Donc, c'est ce qui m'a amené à faire mon cours d'infirmière, que j'ai adoré d'ailleurs, que j'ai fait au cégep de Sorel, le cégep Bourg-Chemin, qui appelait à l'époque, qui était situé en face de l'hôtel-Dieu de Sorel, directement sur le bord du fleuve. Et il y avait l'école d'infirmière en arrière, où on avait beaucoup de stages qui se faisaient là, et à l'hôpital, bien sûr. Donc, j'ai fait mon cours, moi, en 1974. J'ai terminé en 1977. Et là, j'ai quitté pour... j'ai été en Suisse, pas tout de suite en terminant, mais pas longtemps après, parce qu'à l'époque, en 1977, il n'y avait pas de pénurie d'infirmières. Je suis tombée, moi, dans une année de graduation où il y avait du plein emploi chez les infirmières. J'avais envoyé plus de 30 CV pour avoir des emplois à travers le Québec, la Gaspésie, Bécomo, Montréal, Sorel, Québec. Et j'avais même aucun retour et d'accusé de réception sur mes CV. Donc, c'était pas la meilleure époque. J'ai eu, quand j'ai terminé, un emploi temporaire à temps plein, l'été, à l'hôpital Charlemagne en psychiatrie. Et à la fin de août, ils m'ont dit, maintenant que les équipes sont complètes, on n'a plus besoin de toi. Et j'ai travaillé avec une infirmière suisse, justement à l'hôpital Charlemagne, qui me dit, mais pourquoi, Diane, tu ne vas pas en Suisse? Il manque des infirmières, il en manque beaucoup, ils sont très attirés par les infirmières du Québec. Vous avez une excellente formation, il y a la Suisse francophone où tu pourrais aller, il y a plusieurs établissements. Et c'est comme ça que j'ai écrit à Lausanne, à Genève, à Fribourg et à Sion, et que j'ai reçu 4 accusés de réception sur les 4 que j'ai envoyés, avec chacun des dates d'embauche. Des centaines d'infirmières québécoises étaient en Suisse, c'est encore maintenant. À Sion, j'ai choisi d'aller à Sion, c'est une toute petite ville au cœur des Hautes-Alpes, dans la vallée du Rhône. C'est là que je dirais que j'ai fait mes premières armes. Je suis arrivée, 21 ans, les Québécoises étaient là qui m'ont accueillie et j'ai été presque 2 ans là. Et c'était vraiment ma première grande expérience sur le marché du travail, les premiers voyages, là, en Suisse. Je suis arrivée là, moi, en février 1978. Pour Pâques, j'étais à Florence avec des Québécoises. À l'été, je suis allée en Grèce et puis on se fait des copines françaises, belges, on va les fins de semaine chez les gens. Donc, ça t'ouvre les horizons.
Mais c'est aussi été en Suisse que j'ai été confrontée aux injustices du marché du travail. Et là, probablement, sans même le savoir, ma fibre de justice et d'équité s'est aussi bien tissée, serrée. Il y avait des infirmières qui provenaient de différents pays, dont notamment une infirmière yougoslave qui ne parlait pas français. Donc, on lui avait permis de travailler comme préposée en attendant qu'elle possède bien la langue française pour bien s'adresser aux patients. Donc, elle travaillait avec moi dans mon équipe. Mais après 6 mois puis 8 mois, là, elle parlait français. Puis là, ben, on lui donnait le privilège, disait-on, on lui permettait de faire des actes infirmiers. Parce qu'elle parlait bien, donc elle pouvait mieux s'adresser aux patients, mieux expliquer les traitements qu'elle faisait, sauf qu'on conservait son salaire de préposé. Je dis, mais voyons, ça va de sens, on te fait faire du travail d'infirmière. Elle dit, oui, je suis contente, je peux pratiquer. Je dis, oui, mais là, on devrait te requalifier infirmière. Mais elle dit, je ne peux pas me le permettre, on est précaire. Hein? On avait tous des contrats individuels de travail en Suisse, à Sion à l'époque. Donc, tu apprenais que toi, tu avais tel contrat, puis ta copine qui faisait à peu près la même chose, embauchée à peu près au même date, pas plus d'expérience, ça avait peut-être un peu plus. Sur la base de quoi, on ne le savait pas. Mais les gens se taisaient, hein? Ils ne parlaient pas trop de leur contrat de travail parce que chacun négociait individuellement. Et moi, je lui dis, ben écoute, je vais aller avec toi à la direction des ressources humaines. Je vais aller leur expliquer que ça n'a pas de bon sens. Et là, je me suis présentée avec elle pour négocier ces conditions. J'ai réussi. J'ai réussi à lui faire octroyer maintenant un poste d'infirmière. Et tranquillement, on a commencé à réunir les infirmières dans mon appartement avec les Québécoises, où là, on voulait commencer à se donner une association de travailleuses. C'était les balbutiements d'un syndicat en Suisse. C'était clandestin, hein? On ne pouvait pas le faire. Et j'ai su, moi, par la suite, que si ça s'était su, j'aurais pu être expulsée, perdre mon permis de travail, puis être expulsée de l'établissement. Maintenant, les infirmières à Sion sont syndiquées. Donc, j'ai travaillé. C'est les injustices auxquelles je suis confrontée qui me mènent à dire, il faut faire quelque chose. Puis, toute ma vie, ce que j'ai appris, c'est ce qu'on fait ensemble collectivement qui est profitable et qui est valable. On va des fois plus vite toute seule, mais on va plus loin ensemble. Et ça, je l'ai expérimenté plusieurs fois. Et les acquis qui sont les plus solides, c'est ceux qu'on était capable de travailler ensemble collectivement, que ce soit dans la vie syndicale par la suite. Donc, en Suisse, c'est un peu à ça que j'ai été confrontée, qui m'a, à chaque fois qu'il y a une injustice, même dans ma famille, c'était ça, on n'accepte pas ça. On s'offusque. On a encore cette capacité-là d'être indigné face à l'inéquité et l'injustice. Donc, après ces 2 ans-là, je suis revenue au Québec, parce que ma mère était malade, très malade, et normalement, j'étais vouée pour une carrière infirmière un peu sans frontières. Là. Je m'étais inscrite pour la Croix-Rouge internationale et je devais partir travailler en Haïti. Et je suis passée par le Québec parce que ça faisait 2 ans que je n'étais pas venue. Ma mère n'avait pas pu venir me voir non plus en Suisse parce qu'elle était trop malade, donc je venais la voir. Et là, je suis restée. Elle est décédée là, dans l'année et demie qui a suivi. Donc, ça a changé complètement mon parcours. Et là, je me suis retrouvée infirmière à l'Hôtel-Dieu de Montréal. Et j'ai travaillé là pendant 8 ans. J'ai travaillé de nuit, de soir. J'ai travaillé dans les unités de soins intensifs, l'urgence, les grands brûlés. Les unités où on travaille en équipe. Je suis une fille d'équipe. Et comme infirmière, on a la chance de travailler en équipe dans ces grosses unités-là, où on carbure à l'adrénaline, on travaille avec les inhalothérapeutes, les préposés, on travaille avec les médecins. C'est toute une équipe au service du patient. Et moi, j'ai adoré ça. C'était une de mes grandes et très belles expériences de vie professionnelle, ces années-là, dans ces unités-là, très spécialisées. J'ai aussi été en oncologie avec les personnes qui sont en phase terminale, qui ont de la chimiothérapie et tout ça. Donc, c'était mon travail d'infirmière, je l'ai adoré. Et comment je me suis retrouvée au syndicat à un moment donné, c'est encore une situation où, de nuit, à l'urgence, la section de la psychiatrie était isolée du poste central des infirmières. Et il y a un patient qui a décompensé, qui est devenu très agressif, et on était 2 infirmières toutes seules isolées, sans bouton de panique pour appeler
que les gens viennent nous aider. Et on était seulement deux, donc quand l'autre allait dîner ou souper, la nuit, l'autre restait toute seule, ce qui était très dangereux. Donc il est arrivé un incident fâcheux. On en avait parlé dans l'unité en premier, puis on nous avait dit, bien, c'est coûteux, on ne commencera pas à refaire les murs et relocaliser cette unité-là, mais il y a peut-être des choses à faire. Ça tardait à venir, c'est ce qui m'a ramené au local syndical. Pas dire, écoutez, là, il y a un problème de santé et sécurité au travail, moi je pense, à l'unité d'urgence, il faudrait organiser les lieux. Ils m'ont demandé d'expliquer mon dossier, puis pourquoi, et si je voulais travailler avec eux à monter le dossier, ce que j'ai fait. Et ensuite, je suis allée le défendre devant l'employeur avec le représentant syndical, parce que je trouvais qu'il ne connaissait pas assez bien le milieu, puis il défendait, il ne précisait pas tout ce que moi je trouvais pertinent de préciser. Donc, à un moment donné, il me donne la parole, fait que j'ai négocié. Puis on a réussi à convaincre l'employeur de réorganiser les lieux, de mettre des boutons paniers, de sécuriser l'emplacement pour le personnel. Bon, suite à ça, la présidente du syndicat local me dit, est-ce que ça ne te tenterait pas, toi, de te présenter à l'exécutif local? Ça serait intéressant que tu viennes. J'ai dit, écoutez, moi, j'ai pas beaucoup de temps, hein. Je travaille de nuit, j'étudie pour être, je fais mon bac par les soirs à temps partiel, parce que je suis infirmière avec un niveau collégial. J'étudie le soir, je travaille la nuit, puis je dors le jour. J'ai pas beaucoup de temps pour faire du syndicat, là, puis il y a une équipe là, qui est en place. Hein. Il y avait quand même 800 infirmières à l'Hôtel de Montréal, ce qui était quand même une bonne équipe d'infirmières à représenter. Donc, on me dit, viens aux assemblées syndicales, tu vas voir ce qui se passe. Moi, je me suis toujours présentée à mes assemblées pour me tenir informée, mais je ne militais pas. Et un matin, on me dit, écoute Diane, là, vraiment, il y a un poste qui se libère, et puis si tu acceptes de donner ton nom, les élections vont avoir lieu à 4 heures ce soir. Ça, c'était en 81. Bon, je dis, OK, donnez mon nom. Moi, je m'en vais me coucher, là, je ne reviendrai pas à 4 heures. Ça, c'est clair. Je travaille à minuit, j'ai des cours à soir. Et là, on m'appelle pour dire, je suis élue par acclamation, il n'y a personne qui s'est présenté. Fait que je me retrouve à l'exécutif syndical, vice-présidente d'une petite équipe locale. Quelques mois après, la présidente s'en va. On me dit, Diane, présente-toi. Je suis devenue, en l'espace de quelques mois, présidente du syndicat des infirmières de l'Hôtel de Montréal, qui avait 800 membres à l'époque. J'étais à l'Alliance des infirmières de Montréal, qui était un syndicat régional de la FICI, une fédération née de la sortie des infirmières de la FAS, qui ont créé leur syndicat, la FICI. C'était des infirmières très militantes qui sortaient de la fédération de la CSN, qui donnent une excellente formation syndicale. Et là, je me présentais à mes instances régionales, aux instances aussi de la Fédération québécoise. Et j'allais au micro, puis je posais des questions, et puis j'intervenais. Mais je n'avais pas pensé faire une carrière de syndicalisme, pas du tout. J'étais enlignée pour continuer dans l'administration publique. Et même par la suite, après mon bac, j'ai continué à suivre des cours en acupuncture. Et je voulais ouvrir une clinique d'acupuncture avec des collègues avec lesquels j'étudiais. Et à un moment donné, je me suis présentée supposément à mon dernier congrès parce que je terminais ma formation d'acupuncture et j'avais 500 heures de stage à faire. Donc, j'avais plus de temps consacré au syndicat, au stage, puis je travaillais comme infirmière. Et là, j'avais tout monté une nouvelle équipe à l'Hôtel de Montréal que j'amenais avec moi à mon dernier congrès. Je quittais. Un congrès qui dure 5 jours. Là, tu es dans ta bulle syndicale avec toutes les équipes, les grands enjeux syndicaux qui viennent. Et là, on me dit, mais Diane, il y a un poste de vice-présidente responsable des conditions féminines, première vice-présidente qui se libère. On trouverait ça important que tu te présentes. Je dis, écoutez, c'est un poste à temps partiel, c'est pas à temps plein. Ils m'ont dit non, j'ai dit, c'est très bien, puis je dis à la présidente de l'époque, j'espère qu'elle est en forme, parce que c'est le poste de première vice-présidente. Ça, je vois dans les statuts qu'en l'absence de la présidente, je pars en place. Donc, je me présente. Et je suis élue, je me retrouve première vice-présidente. Il y avait des négociations en cours, des dossiers de conditions féminines à réajuster, tout ça. En décembre, j'ai été là en octobre, en décembre, la présidente tombe malade. Elle ne revient plus. Je me retrouve présidente par intérim. Et là, présidente par intérim, à la FICI à l'époque, c'est vous qui aviez à gérer les conseillers syndicaux qui étaient, eux, en négociation. Je devenais employeur. J'étais syndiquée, présidente face au gouvernement, mais employeur face aux employés qui négociaient. J'ai jamais fait ça.
négocier des conventions collectives avec mes permanents syndicaux qui me donnaient des conseils quand j'étais dans mon établissement. Quand il y a des instances, c'est moi qui préside. Il n'y avait pas le président de l'Assemblée, c'était la présidente élue qui présidait, qui proposait les choses, qui donnait droit de parole, amendement, sous-amendement, sous-amendement, premier droit de parole, deuxième droit de parole, envoyé par là. J'avais à gérer ça, gérer l'administratif de cette organisation-là. Bon, j'ai appris sur le tas. Là. Je vous dis, pour moi, c'était la plus grande école. Et là, à un moment donné, on me dit, ben là, les ans, ça ne revient plus. Fait qu'au mois de mai, il va y avoir des élections, présente-toi, tu l'assumes par intérim. Et je dis, moi, je n'étais pas venue ici pour ça, je vous l'ai dit au mois d'octobre. Puis il y en a d'autres capables de faire ce travail-là. Bon, on m'incite. Ben, je dis, OK. Et là, je suis allée voir mon mentor en acupuncture pour lui dire, écoutez, là, il m'arrive quelque chose dans ma vie, là. Je suis comme à un carrefour. On me demande pour me présenter présidente d'une fédération syndicale d'infirmières, mais je ne peux pas faire ça en même temps que je continue mes stages. Qu'est-ce que je fais? Je dis, j'aime les deux, là. Il m'avait dit, tu sais, Diane, l'acupuncture, c'est une science millénaire. Elle sera toujours là. Là, on te veut maintenant. Si tu as le goût, vas-y. Vous comprendrez que j'ai jamais pratiqué l'acupuncture. Mes aiguilles sont toutes trouillées. Bref, je me suis présentée présidente. J'ai été en élection, j'ai été élue. Présidente de la FKI. À l'époque, il y avait la Fédération québécoise des infirmières, Fédération des SPIC de la région de Québec, où Hélène Pelletier était la présidente, puis la Fédération des syndicats des infirmières unies de Montréal, où Mme Raymonde Bossé était la présidente. C'était majoritairement les infirmières anglophones. Donc, chacune dans nos fédérations, on terminait en fin 86 une négociation avec le gouvernement, chacune assise à nos tables de négociation avec des revendications parfois différentes. Vous comprendrez qu'on était divisés, qu'on se présentait divisés aux tables de négociation. On était tous employés du gouvernement du Québec, toutes des infirmières, qui travaillaient tous dans le réseau public. Il y avait eu des tentatives de rapprochement, d'unité des forces infirmières pour la négo seulement. Mais chacun restait dans leurs associations. Mais comme on savait qu'on se maraudait pour aller grossir nos rangs par la suite, bien, vous comprendrez que les compromis, il n'y en a pas beaucoup. Thérèse Thiroux était celle qui a travaillé avec nous à tout orchestrer le projet de fusion des 3 fédérations d'infirmières. C'était une infirmière de formation qui était conseillère syndicale aux infirmières à la CSN et qui a suivi avec elle par la suite à la FKI. Donc, était une porte-parole d'une dizaine de négociations au plan national, une des porte-paroles les plus chevronnées qui était face au gouvernement, une femme très, très respectée du côté gouvernemental tant que du côté syndical pour sa rigueur, sa loyauté, elle donne leur juste et puis sa compétence, bien sûr. Et je dis toujours, et sincèrement, après ma mère, c'était la femme la plus importante dans ma vie qui m'a appris le ABC du syndicalisme, de faire des analyses politiques, des analyses de conjoncture, où est-ce qu'on se situe sur l'échiquier syndical au Québec, quel est notre rapport de force, quelles sont les présences en cause, où se situe le gouvernement, où sont ses forces, ses faiblesses, à la veille ou pas d'une campagne électorale. Tous ces enjeux-là, je les ai appris avec cette femme-là. J'étais jeune, hein, j'avais 30 ans. Je dis, écoute, je ne comprends pas qu'on soit si divisé. Pour la prochaine négociation, si on veut aller plus loin pour les infirmières au Québec, il faut être ensemble. Il faut arrêter d'être assis chacune confortablement dans nos structures, puis être dans des chicanes de clochers qui, à mon avis, nuisent beaucoup plus à l'intérêt des membres qu'on représente qu'autrement. Donc, travaillons à fusionner. Thérèse était tout à fait d'accord, et c'est à ce moment-là qu'en février 87, après la négo de chacune des fédérations, j'ai lancé une invitation aux 2 autres présidentes, Raymonde Bossé et Mme Pelletier de Québec, pour voir la volonté politique des infirmières de s'unir ensemble par leurs dirigeantes. Écoutez, moi, on m'avait dit, Diane, ça ne marchera jamais. On a essayé, je ne sais pas combien de fois. À la dernière minute, ça ne va pas pour toutes sortes de raisons. On va essayer, et puis qui va arriver, ça ne marchera pas, là, mais au moins, on va essayer. Et on s'était dit, il y a 2 façons d'y arriver. C'est le maraudage, à savoir, on va chicaner encore, puis à un moment donné, il y a une organisation qui va tellement être puissante qu'elle va avaler 2 autres, mais ça va prendre plus de temps. Ou bien on y va par la volonté politique des dirigeants. Et c'était tout de suite une volonté politique des dirigeantes qui était en place. Donc, en l'espace de 9 mois, de février 87 à décembre, on a mis fin
aux 3 fédérations qu'on a créées, la FIC. On a mis en place un processus, Thérèse Théroux était celle qui a orchestré ça, on a nommé, chaque fédération se nommait une représentante politique pour travailler sur un comité de fusion. Jenny Skinny, de la Fédération des SPIC, qui était présidente, faisait partie de ce comité-là. Carole Larose, qui représentait l'AFCI, qui était sur l'exécutif de l'AFCI avec moi, était notre représentante, et Raymond Bossé, qui était la présidente des syndicats des infirmières anglophones aussi. Et toutes ces femmes-là, je dirais, c'est un petit noyau de femmes qui ont cru, qui ont travaillé au-delà de leurs intérêts pour les infirmières au Québec. Et n'eût été de ces femmes-là, que je vous nomme, qui se comptent sur le doigt d'une main, jamais le projet de fusion a pu se réaliser. Et ça s'est fait dans la grande transparence. On s'est dit, écoutez, on travaille dans l'intérêt des infirmières qu'on représente. Et rapidement, pour être sûr qu'on ne se faisait pas lâcher, qu'on ne se lâchait pas une et l'autre, ensemble, on a décidé qu'on allait rencontrer les congrès de chacune de ces associations, de nos fédérations, pour se faire mandater, dûment politiquement, de travailler à la fusion des 3 fédérations d'infirmières. Et on se présentait tous, les 3 présidentes, dans chacune des assemblées de nos associations, de nos fédérations, pour passer le même message, montrer l'unité qui nous liait, pour travailler à la création de la fédération. Et là, on a mis des comités de travail avec des conseillers, parce que même nos conseillers syndicaux là, étaient des adversaires, travaillaient au maraudage, à aller vanter les mérites de leur association contre l'autre, etc. Donc, il y avait beaucoup plus de sceptiques, je vous dirais, dans la salle, qu'il y avait de gens qui croyaient que c'était possible. Mais on a mis les gens à travailler ensemble pour créer vraiment, dans le respect, aussi, je dirais, des orientations de chacune des fédérations et de leur façon d'être et de faire, des comités qui faisaient en sorte, et des principes de base sur lesquels on s'est entendu, où tous les établissements membres devaient avoir des représentants, pas juste les syndicats régionaux, qu'on maintenait les doubles structures. Il y avait à la Fédération des SPIC, il n'y avait que des syndicats régionaux, pas de syndicats autonomes qui étaient affiliés. Nous, à l'AFCI, il y en avait. Donc, les 2 structures étaient possibles. Qu'il fallait qu'il y ait un système de péréquation, il fallait se mettre un fonds de défense syndicale. Donc, on s'est entendu sur des principes, qu'on décentralisait les services aussi, qu'on ouvrirait des bureaux dans les régions, que tous les services seraient donnés au sein de la fédération, plutôt que par des syndicats régionaux. Donc, on s'est entendu sur des grands principes, et après ça, on est parti. Et en décembre 87, la fusion s'est faite et il y a une loi à l'Assemblée nationale qui a été votée pour créer la FIC. Mais il y avait un momentum, puis jumelé à ça la volonté politique des dirigeantes de l'époque, ça a permis la création de la FIC. Et c'est historique, je vous dirais, dans l'histoire du syndicalisme au Québec. Et autant la FIC est importante et incontournable, ce qui était très désolant, quand il y a eu le congrès de fusion, ça n'a pas été suivi par les médias. On a eu un petit entrefilet, les infirmières viennent de se créer une fédération. 35 000 infirmières, la plus grosse organisation de femmes syndiquées en Amérique du Nord, qui se retrouve dans un tout encart, en bref. Et ma délégation m'a demandé, Diane, on trouvait ça important que tu te présentes pour être la première présidente. Il y avait quand même une autre candidate très intéressante, une femme très bien, Manon Bourassa. Donc moi, j'ai vécu mes premières campagnes électorales dans mon syndical, parce qu'à chaque poste que je me suis présentée, même quand je disais non, quand je décidais par contre d'y aller, je mettais toute l'énergie qu'il fallait. Et j'ai toujours eu, moi, des adversaires. Je n'ai jamais été élue par acclamation, sauf à mon syndicat local. Mais dans la presse, c'était des élections avec des campagnes électorales, des affiches, des équipes qui travaillent pour toi, une organisation, des discours, convaincre les gens. Donc, je me suis présentée et j'ai été élue là, la première présidente. Et j'ai été là 6 ans. Donc, tout était à bâtir. On avait aussi à bâtir, quand tout était à bâtir sur le plan administratif, sur le plan de culture, d'organisation, développer une culture. On partait de 3 cultures différentes. Puis, il y avait aussi à faire sa place sur l'échiquier syndical. Puis, établir une crédibilité auprès du gouvernement. Et, première négociation sous une même bannière. Et moi, je suis convaincue que les infirmières ont gagné énormément parce qu'on était unis. Et là, c'était la première grande bataille des infirmières unies sur une même bannière en 89. Et là, on était jeunes, pas d'expérience de négo ensemble, pas de fonds de grève, pas d'argent. Vous voyez, on fusionnait, là. On avait très peu de sous et on va en guerre.